À tous et à toutes, ravie de vous accueillir pour ce troisième webinaire de la semaine de l'IA. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Manon, je suis responsable marketing chez Ironhack et j'organise cette semaine de l'IA. Donc pour ceux et celles qui étaient déjà présents les 2 jours précédents, on a eu de superbes discussions, beaucoup d'interactions. Donc je suis vraiment ravie voilà, que vous soyez aussi nombreux et nombreux à nous rejoindre et encore aujourd'hui, puisque vous êtes déjà plus de 100 participants en live. Donc, si vous ne connaissez pas la plateforme, juste pour vous expliquer en 3 petites secondes, donc vous avez plusieurs widgets à votre disposition. Si jamais ils ne s'affichent pas, il y a une barre en bas de votre écran où vous pouvez cliquer sur les différentes icônes pour les ouvrir et les fermer. Donc, vous pouvez évidemment interagir avec nous via le chat, nous dire bonjour, commenter ce qui va être dit pendant la table ronde. Et si jamais vous voulez nous poser des questions, il y a un widget qui s'appelle Q&R, donc Q et R, questions et réponses, qui est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions là-dedans. On les reçoit dans une boîte de réception et on y répondra à la fin de la table ronde. Donc voilà, c'est normal que vous ne voyez pas forcément les questions que les autres personnes envoient, mais on les reçoit de notre côté. Et si on en a beaucoup, bah, on essaiera de faire au maximum pour répondre à celles qu'on a. Mais tout de suite, bah, je vais peut-être commencer par introduire mes invités du jour qui ont adorablement accepté de participer à cette table ronde. Donc Alexis, Nicolas et Alexia. Peut-être en quelques petits mots, est-ce que vous pouvez chacun dire un peu qui vous êtes? Alexis, je te laisse commencer. Pas de pression, merci, merci Manon, bonjour à toutes et tous. Je suis Alexis, je dirige à Paris un cabinet de conseil qui s'appelle Red Associates, qui est un cabinet danois avec une présence aussi à New York sur la côte ouest des États-Unis et donc à Paris depuis 3 ans, et on est spécialisé dans l'étude des comportements humains. On aide un certain nombre de clients dans tout type d'industrie, voilà, à comprendre quels sont les mécanismes de prise à la décision, à la fois en B2C, en B2B, en faisant de l'étude comportementale. Voilà, pour permettre ensuite d'informer des stratégies qui pour beaucoup sont des stratégies marketing. Et on travaille notamment pour des grands acteurs de la tech qui essayent de comprendre quelles peuvent être les implications sociétales du déploiement de produits et de services IA. Voilà. Merci. Bah, peut-être Alexia, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Alexia Desportes-Richard, je suis la cofondatrice de Frugal, donc qui est un assistant virtuel qui permet de scorer en temps réel ses leads pour faire mieux avec moins, puisque l'idée c'est de maximiser l'upsell et le cross-sell, plutôt que de gaver son CRM de plein de leads entrants qui seront peu convertis et qui mettront du temps à se convertir. On peut déjà optimiser son CRM. Et l'objectif est simple, c'est à la fois d'être plus propre dans la data et surtout d'être moins pollué. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire, tant humainement que planétairement parlant, par la data. Et c'est vrai qu'on est beaucoup sur ces réflexions, bah forcément, puisqu'on est nous-mêmes concernés, étant nous-mêmes dans l'IA, sur ces réflexions, bah, comment on intègre de l'éthique, comment on impacte l'éthique et comment on contribue au monde de demain. Voilà. Merci beaucoup. Et Nicolas? Et pour ma part, donc, bah, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, Nicolas Blanchon, donc, fondateur de la Fresque de l'IA. Donc, c'est l'atelier de sensibilisation aux impacts économiques, sociaux, environnementaux, cyber, culturels et évidemment éthiques, qui est un peu transversal justement sur tous ces impacts. Donc, atelier collaboratif, notamment via l'identification de cas d'usage pertinents pour le monde professionnel notamment. Donc, on intervient principalement en intra-entreprise, mais également en inter-entreprise. L'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, de montrer que certes, l'intelligence artificielle, c'est bluffant, mais c'est pas magique. Et puis derrière, il faut évidemment bien l'utiliser, puisque les dérives sont nombreuses, malheureusement. Mais on va le traiter autour de cette table ronde. Donc merci pour l'invitation, en tout cas, Manon. Et puis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui pour parler de ce beau sujet qu'est l'éthique dans l'IA. Parfait. Bah, effectivement, donc pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner, donc on va faire 35-40 minutes de table ronde, voilà, sur les sujets liés à l'éthique dans l'IA évidemment. Et puis on gardera un temps de questions-réponses avec bah,
vous, les participants, pour pouvoir répondre aussi à vos questions si jamais on n'y a pas répondu pendant la table ronde. Donc, ce que je vous suggère, c'est de poser vos questions donc via le widget Q&R, donc questions-réponses. Et voilà, on va les recevoir. Si on a beaucoup de questions, on fera peut-être un petit tri, mais on essaiera en tout cas de les traiter au maximum. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure et on se garde ce temps d'échange à la fin pour pouvoir voilà, aller encore un petit peu plus loin. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore Ironhack. Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte sur qui on est. Ironhack, on est une école de tech qui a été fondée il y a maintenant plus de 10 ans par Ariel et Gonzalo, que vous voyez à l'écran, avec pour objectif de permettre à n'importe quelle personne de se reconvertir dans les métiers de la tech, donc qu'il ou elle soit débutant ou non, et du coup de pouvoir voilà, amener sa carrière vers les métiers du digital. Donc aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays en Europe et aux États-Unis notamment, et on a aussi des formations 100% à distance. Donc notre objectif, c'est surtout de mettre un gros stop aux stéréotypes, parce que nous, on veut montrer que on n'a pas besoin d'être voilà, un jeune homme geek et blanc pour pouvoir se lancer dans ces métiers. Nos étudiants, ils ont entre 18 et 55 ans. Il y a 55% qui sont des femmes. Ça, c'est quelque chose dont on est très fiers et dont on continue de militer activement. Et puis surtout, il n'y a pas forcément besoin de prérequis. Donc, si vous n'avez pas d'expérience ou de connaissances préalables dans la tech, ce n'est pas un problème. Nos cursus, ils sont vraiment adaptés à vous former voilà, de manière rapide pour pouvoir intégrer ces métiers. Donc aujourd'hui, on a des formations en développement web, UX, UI design, data analyse et cybersécurité. C'est des formations intensives sur 3 mois ou alors en temps partiel en 6 mois. On a aussi de nouvelles formations parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent en permanence dans la tech. Donc, on a lancé Data Science and Machine Learning, IA Engineering et DevOps et Cloud Computing en avril dernier. Et finalement, notre petit dernier, justement, c'est l'AI School by Ironhack. Donc, c'est une école dédiée à l'IA et qui vise à permettre aux professionnels d'intégrer l'IA dans leur métier. Donc, on a les premières sessions qui ont commencé cette semaine. Et on a des nouvelles sessions qui vont démarrer le 22 juillet. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien d'accès dans le widget ressources pour en savoir plus et voir un peu les formations qui sont déjà disponibles. Donc, c'est un format qui est adapté aux professionnels puisque c'est 100% en ligne. C'est des cours du soir, 30 à 40 heures, entre 6 à 8 semaines. Et l'idée, c'est de pouvoir parfaire vos compétences pour les intégrer l'IA à votre métier. Voilà, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur nous ou même d'assister à nos prochains événements, vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment. Mais sur ce, on va amorcer le thème d'aujourd'hui sur l'éthique dans l'IA en commençant déjà par redonner un petit peu de cadre, même si, enfin, voilà, s'il y en a qui étaient là lundi, on a déjà un peu défini ce qu'était l'IA, mais je trouve que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Donc, ma première question pour vous trois, c'est ça, c'est est-ce que vous pouvez me donner une petite définition, selon vous, qu'est-ce que l'IA? Qui est-ce qui veut démarrer? Nicolas, est-ce que tu veux... Oui, bah, très bien, très bien. non, merci. Donc effectivement, vaste sujet. Moi, juste avant, tout de même, j'ai envie de rappeler que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est évidemment pas nouveau. Hein. Ça, je pense que vous l'avez vu dans les autres webinaires et notamment lundi. Ce qui est nouveau, c'est plutôt la démocratisation qui est apportée par le co-marketing, que j'appelle co-marketing d'OpenAI, de ChatGPT en septembre. L'intelligence artificielle, hein, pour moi en tout cas, ce que je dis souvent pour démystifier, ce n'est entre guillemets que beaucoup de données et une grosse puissance de calcul pour arriver à des résultats qu'on attend évidemment. Et puis il y a l'aspect aussi génératif, on reviendra dessus je pense par la suite. Bon, une définition peut-être un peu plus technique. Et après, moi, je m'amuse souvent à dire que pour moi, l'IA, c'est remettre finalement l'homme avec un grand H au cœur de ses compétences et plus au cœur de la performance. Parce que c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on devient dans la surperformance permanente et en fait l'IA est bien meilleure que nous sur la performance. Par contre, on est bien meilleur sur les aspects compétences humaines, telles que compréhension d'un contexte à travers une forme d'empathie. Voilà. Donc, pour moi, ça serait la définition de l'IA. Je trouve que c'est important de le dire. Et c'est tellement facile de passer en dernier parce que les définitions brillantes ont été données. Donc, tentez de dire.
évidemment, ma définition, c'est le meilleur de ce qui a été apporté par Nicolas et le meilleur de ce qui a été apporté par Alexia. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le titre même de la table ronde, l'éthique dans l'IA. Je pense que l'IA pose cette question d'éthos et d'être au monde par définition, et que c'est ce que Alexia vient de dire superbement, que voilà, c'est l'occasion fantastique et rêvée et de replacer l'humain au cœur de ses compétences, au cœur de ses métiers, et d'arriver à se concentrer évidemment sur ce qui fait que nous ne sommes pas artificiels, mais nous sommes bien humains. Donc c'est une chance. Alexis fait une superbe transition sur, sur la suite. Justement, pourquoi est-ce que l'éthique, c'est un sujet préoccupant voilà, dans le secteur de l'intelligence artificielle, et aujourd'hui en particulier, je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias. On a peut-être au début, c'était beaucoup des histoires de copyright, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, quand on parle d'éthique, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus préoccupant? Allez, vas-y, Alexis, peut-être. J'allais dire, évidemment, on peut rentrer par tous les problèmes que pose l'IA. Ils sont nombreux, ils sont très actuels. Alors, il n'y a pas besoin de faire de science-fiction, mais de se projeter très très loin pour voir effectivement les problèmes que l'IA pose, du point de vue du droit d'auteur, du point de vue de l'environnement, du point de vue du digital labor. Peut-être qu'on y reviendra aussi, mais voilà, ces modèles-là ne sont pas entraînés non plus de façon complètement magique. Je voulais juste, peut-être pour essayer de recadrer un petit peu les choses, Nicolas a dit que c'était époustouflant, je crois, dans son propos introductif, mais que ce n'était pas magique. Et je pense que c'est vraiment une idée au cœur, en tous les cas, de la façon dont moi, je pense ce sujet de l'éthique dans l'IA. C'est qu'évidemment, on est subjugué, parce que ça abaisse considérablement la barrière à l'entrée d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de tâches, mais on ne voit plus effectivement tout ce qu'il y a derrière. Et ça participe, je dirais, d'une façon d'être au monde qui, en général, nous fait pencher vers beaucoup de simplicité, beaucoup de frictionless, du résultat instantané, sans que nécessairement on prenne bien en connaissance de cause de tout ce que tout ce qui peut être nécessaire à la mise en place de ces stratégies. C'est quelque chose qu'on voit pas seulement dans l'IA, mais qu'on voit aussi dans notre relation aux algorithmes en général, à la technologie. Voilà, où tout est d'une simplicité par design qui fait que voilà, il y a quelque chose d'assez trompeur dans la façon dont on peut l'appréhender. Donc il faudra, et je pense qu'on va y venir, sur tous ces sujets, non seulement former, mais surtout éduquer pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Mais d'ailleurs, en fait, finalement, la question aussi aujourd'hui, et puis sur cette table ronde, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui à parler d'éthique dans l'IA, alors que l'intelligence artificielle, déjà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Bon, certes, l'IA générative, on va dire vraiment 2022 sur la démocratisation, qui, à mon sens, la plus grosse révolution, parce que la technologie existe encore depuis longtemps. Et pourquoi on parle d'éthique aujourd'hui? Il y a un élément qu'Alexis donnait en introduction, qui est un mot grec, qui est à l'origine du mot éthique, c'est ethos. Ethos qui a beaucoup de significations, mais qui grosso modo, Alexis, je parle sous couvert de ton regard évidemment, mais qui a une définition qui va être assez globale, qui est liée au comportement. Puis ça a donné aussi l'étiquette, qui est vraiment, qu'on pourrait résumer en sciences comportementales. Et puis il y a eu un gros débat sur, mais finalement, est-ce que l'éthique, c'est la même chose que la morale? Parce que c'est vrai que ce sont deux sujets qui sont assez compliqués. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vrai consensus sur les deux définitions et puis sur le rapport entre éthique et morale. Mais c'est intéressant, je pense, de parler de ce rapport où certains verraient justement l'éthique comme une science comportementale dans un environnement qui est encore incertain. Donc on peut voir clairement avec l'IA, avec la démocratisation de l'IA générative notamment, on est arrivé à une démocratisation des outils, donc une utilisation généralisée avec ses dérives, et puis on ne sait pas exactement quel comportement on doit adopter, donc c'est là où l'éthique a toute sa force. Et puis ensuite, il y a la notion de morale qui peut être liée à évidemment l'éthique, mais là, la morale, à mon sens, encore une fois, on arrive plutôt sur une définition de ce qui est bien, ce qui est mal, et puis on dérive vers tout ce qui va être normatif. Donc on est sur une partie un peu plus avancée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et encore une fois, je pars sous couvert d'Alexis qui a la casquette un peu plus philosophe. En fait, moi, je trouve que j'aime bien, et vous m'avez fait une très très belle entrée en matière. Merci beaucoup. Je trouve nos échanges hyper riches assez naturellement. Donc, j'aime bien dire qu'en fait, on est tous acteurs de l'éthique de l'IA.
Parce qu'en réalité, on pense que tout se passe dans le dev, l'entreprise, etc. Mais c'est aussi nous aujourd'hui, parce qu'on y a accès, c'est aussi comment on va continuer l'apprentissage de ces modèles, parce qu'ils continuent à apprendre, et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, même après leur création, leur développement, par l'utilisateur lui-même. Donc, c'est même l'utilisateur en bout de chaîne est aussi contributeur de cette éthique. Donc, c'est aussi comment chacun se rend responsable de ça, que ce soit les entreprises, les développeurs eux-mêmes, les missions qu'on se donne et nous en tant qu'utilisateurs. Donc en fait, on est tous responsables et c'est un peu chacun facile de se cacher derrière les autres en disant c'est pas à moi de gérer ça, parce que c'est un vrai sujet quand même et personne n'a vraiment envie de le gérer, on va se le dire quand même. Hein. Et notamment quand on voit qu'OpenAI est très peu transparent sur ce sujet de l'éthique hein, quand même. Hein, voilà. Mais c'est un vrai sujet où chacun peut vraiment mettre sa pierre à l'édifice. Et j'aime bien ça le rappeler parce que souvent on se cache tous un peu derrière quelqu'un, mais en fait tous on peut y contribuer. Ouais, ben, je pense que c'est très intéressant aussi ce qu'on disait sur au niveau de la sensibilisation, l'éducation, parce que moi je me dis pour se rendre compte, pour se rendre acteur de quelque chose, il faut aussi comprendre quels sont les enjeux, les limites, d'où les objectifs aussi de ce genre de webinaire et de discussion. Mais effectivement, la sensibilisation et l'éducation, elle est à la fois de la responsabilité individuelle, de se renseigner et d'aller plus loin sur ces sujets-là, et en même temps de la responsabilité des personnes qui ont déjà ce savoir, peut-être, de le partager. Donc, pour comprendre un peu mieux, justement, de manière un peu plus concrète, ces sujets d'éthique, etc., je pense que c'est peut-être important de parler des impacts actuels, mais peut-être aussi futurs, que l'IA peut avoir. Et quand on parle d'impact, on pense souvent au niveau de l'entreprise ou de la société, mais dans nos échanges précédents, on a aussi parlé d'environnement, de mœurs, de performance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est l'IA qui va toucher à énormément de sujets et de secteurs différents. Donc, est-ce que là, déjà avec votre expérience, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissez déjà de l'IA et de son utilisation, que ce soit personnelle ou professionnelle, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus du coup sur sur les impacts que vous voyez aujourd'hui et puis dans le futur? Alors c'est un peu de la prédiction, c'est un peu Non, mais c'est intéressant et je pense que c'est important parce que pour revenir encore une fois sur la définition d'éthique, hein, donc la science comportementale dans un environnement qu'on ne connaît pas encore, cet environnement c'est quoi? Et bien c'est à la fois effectivement les impacts économiques, les impacts sociaux, les impacts environnementaux, les impacts cyber, les impacts culturels, éthiques. Donc je pense qu'effectivement c'est important. Aujourd'hui les impacts sont, enfin, pour commencer une partie de réponse évidemment, les impacts sont assez, je dirais, transversaux sur les organisations de manière générale, sur la société, sur l'entreprise. Ils sont généralement issus surtout d'inquiétudes. En tout cas, moi, c'est ce que je vis avec les entreprises qu'on accompagne dans la sensibilisation avec la fresque de l'IA. Des impacts qui sont principalement d'ordre social. Quand je dis social, c'est vraiment le rapport homme-machine. Et puis, moi, collaborateur, on me dit, en tout cas, je vois dans les médias que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer la majorité de mes tâches. Donc, quel va être mon avenir en tant qu'individu au sein de l'entreprise et puis de la société? Voilà, comment je vais me placer vis-à-vis de cette machine? Et puis, finalement, comment cette machine réfléchit vraiment? Comment elle prend ses décisions? Est-ce que véritablement je vais être remplacé? En tout cas, moi, ça a commencé dans le cadre de nos discussions avec les entreprises et sur la création de la fresque par ces impacts d'ordre sociaux, je dirais, pouvoir expliquer aux collaborateurs ce qu'est l'IA, quelle est la différence vis-à-vis de la machine, expliquer aussi aux partenaires sociaux, ça c'est un élément qu'on oublie souvent, mais les partenaires sociaux dans le cadre des organisations représentent le personnel et donc un rôle à jouer extrêmement important dans la sensibilisation et l'accompagnement à la connaissance des impacts d'ordre social auprès de leurs collaborateurs au sein des entreprises. Après, je dirais qu'il y a aussi tout un côté, tout un pan même stratégique et géopolitique. Alors là, on s'élève un petit peu haut, et c'est pas, voilà, parce qu'on peut pas tous agir là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même en discuter. C'est-à-dire que demain, on ne pourra pas tous interagir de la même façon avec l'IA, tout simplement parce que matériellement, on n'aura pas suffisamment d'espace de stockage, on n'aura pas suffisamment de serveurs, on ne pourra pas, voilà, donc il y aura un souci d'accessibilité, il y aura un souci de moyens à un moment donné, donc comment on garde l'IA accessible.
comment les pays s'équipent aussi. Donc c'est vraiment un enjeu parce qu'on n'arrive pas à suivre, hein, on va se le dire, hein, on n'arrive pas à suivre au niveau de la production mondiale sur l'aspect matériel, serveur, GPU, donc c'est ce qui permet de faire les grands calculs au niveau de l'IA. Donc comment on met de l'éthique aussi dans son utilisation, parce que clairement demain, tout le monde ne pourra pas avoir le même accès à l'intelligence artificielle. Ça, c'est une réalité, je pense, qui est importante de prendre en compte. L'utilisation de l'intelligence artificielle étant, pour beaucoup, hein, en tous les cas, quand on parle de l'IA générative utilisée dans un cadre de productivité, de performance, de surperformance aussi parfois, fait que l'entreprise est un lieu privilégié, hein, justement pour couvrir et défricher un certain nombre de sujets liés à nos usages et à l'éthique. Donc il va falloir forcément que ça commence par le haut et que les entreprises montrent d'une certaine façon au niveau de la gouvernance la route à suivre en étant encadré. Aujourd'hui, évidemment, les entreprises avec lesquelles on travaille appellent tous leurs collaborateurs à se saisir du potentiel. Bon, fantastique, mais comme le rappelait Alexia, si tout le monde fait ça à une certaine échelle, sans expliquer qu'on n'a pas besoin d'utiliser les modèles les plus puissants simplement pour demander une traduction, et quand on en demande 15 par jour, à l'échelle d'une entreprise de 15-20, voire plusieurs dizaines de milliers de salariés, ça pose problème. Donc, il va y avoir une nécessité d'engager les entreprises comme des partenaires non seulement de formation, mais aussi de responsabilisation, je dirais, de tous ces sujets-là. Puis après, eh bien, c'est à tiroir, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a tout ce qu'on utilise aussi en termes d'intelligence artificielle dans nos divertissements et nos formes de divertissement émergents, où là, effectivement, ça va appeler à une responsabilisation, je dirais, un petit peu par le bas, individuelle, du consommateur, de l'utilisateur. On peut parier que l'entreprise à laquelle on est confronté en tant que professionnel fasse aussi le jeu de cette formation en termes individuels et personnels. Un pari. Et puis je pense aussi, pardon, excuse-moi Nicolas, juste pour compléter avec ce que tu dis, tu parlais de la responsabilité de l'entreprise et je suis entièrement d'accord avec toi, et même les entreprises qui créent elles-mêmes des modèles. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre responsabilité en tant qu'entreprise dans l'IA, qui passons notre temps à coder l'IA, c'est aussi de faire en sorte que les modèles soient moins consommateurs, plus petits, et du coup plus experts, de manière à moins consommer aussi à l'utilisation pour l'utilisateur aussi. Voilà, donc nous aussi, on est responsable de ça. Mais je suis parfaitement d'accord, ça se joue à tous les niveaux. Voilà. Non, c'est clair, et puis ce que tu dis, je trouve est hyper intéressant, parce que en fait aujourd'hui, les gros modèles qui ont pris toute la place, je dirais, sur le marché mondial sont effectivement les modèles à l'OpenAI, Gemini, Claude, etc., etc. Et comme tu dis très bien, Alexia, ce sont des gros modèles qui sont énormes et qui font tourner des puissances de calcul qui sont considérables, qui évidemment ont des empreintes énergétiques, empreintes environnementales qui sont loin d'être négligeables. Un exemple qui est toujours frappant, moi, je trouve, c'est que la génération, par exemple, d'une image sur Midjourney, hein, pour ne citer qu'un créateur d'images par IA, la consommation, c'est l'équivalent d'une batterie de téléphone, une seule image. Donc en termes d'énergie, c'est juste colossal. Et comme tu me dis, il y a une notion derrière, effectivement, d'usage, et je pense que c'est la principale chose à prendre en compte. S'il y a des personnes qui ont fait peut-être la fresque du numérique parmi ceux qui nous écoutent, c'est notamment l'usage qui est mis au centre, en tout cas, de cette sensibilisation, en disant finalement, c'est nos usages qui aussi entraînent cet impact environnemental. Alors évidemment, hein, il y a une responsabilité des fournisseurs, ça c'est clair, pouvoir proposer des modèles beaucoup plus petits, hein, tu le disais, il y a notamment aussi Microsoft effectivement qui est en train de sortir des modèles de petite taille pour consommer moins, mais il y a aussi finalement notre usage, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui avec un chat GPT ou autre, on commence à voir ce qu'on appelle une dépendance technologique. On a déjà connu dans le cadre des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on trouve ça tellement génial qu'on a envie de l'utiliser pour tout et n'importe quoi, et parfois même pour des usages qui ne sont pas forcément utiles via l'IA générative. Donc peut-être questionner aussi nos usages, se dire que finalement on devrait peut-être arriver à une certaine frugalité de l'usage de l'IA, de se dire voilà, on définit ensemble pourquoi j'ai besoin de l'IA générative, et puis voilà, quand je pose juste une petite question qui n'a aucune valeur, ou faire un petit texte que je pourrais faire moi-même sans IA, peut-être se poser la question de savoir quelle est l'opportunité d'utiliser l'IA générative à ce moment-là.
Alors l'un des problèmes qu'on va avoir, pour rebondir sur ce que tu dis Nicolas, c'est qu'aujourd'hui on est encore pour beaucoup dans une démarche proactive, c'est-à-dire que je vais ouvrir OpenAI ou je vais ouvrir le chat de Mistral pour prompter. De plus en plus ces outils-là, et je pense que c'est aussi la stratégie d'un Microsoft, vont être intégrés à nos suites et à nos outils en natif sans que nécessairement on ait eu besoin de prompter ou de demander. Donc on va rentrer aussi dans une forme de consommation active, sans avoir vraiment de visibilité sur le coût de ce qui m'a été produit. Donc je pense qu'on revient aussi à cette idée que tout doit être frictionless, tout doit être intégré, tout doit avoir l'air simple, tout doit être natif, qui est un problème pour bien comprendre ce qui se passe derrière en termes de transparence et qui va engager aussi peut-être de plus en plus les gens à se défier de ces outils-là parce qu'ils ne comprendront pas bien effectivement de quoi ils retournent. C'est des choses que nous, on observe. La simplicité a parfois l'effet inverse de ce qui était escompté, c'est-à-dire que ça va créer de la défiance, parce que le manque de transparence et le manque de compréhension de la façon dont les systèmes sont construits peuvent générer aussi de la suspicion. C'est super intéressant ce que tu dis, Alexis, et je pense que du coup, c'est là où aussi on vient de plus en plus, et c'est là où finalement peut-être notre pouvoir en termes d'individus, il réside, c'est dans le fait de questionner ces entreprises et que avant de les utiliser, on se pose la question de OK, comment c'est fait, à quoi ça va servir, et finalement, je pense qu'il y a quelque chose qui est vieux comme le monde qui s'appelle le boycott, et sans aller jusque-là, mais je veux dire à l'échelle individuelle, je pense qu'on peut aussi se dire OK, pourquoi on utilise ça, comment, ce que tu disais Nicolas, de questionner son usage, mais aussi l'usage de quel outil, vers quelle entreprise on a envie de faire confiance, pour que les entreprises soient aussi un peu forcées peut-être à communiquer sur ces sujets-là, à faire de la réassurance, à faire de la pédagogie. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, comme tu disais, on en est peut-être au début aussi, on ne se rend pas compte de tout, mais en tout cas, je pense que sur pas mal d'autres sujets, de manière globale, il y a toujours eu un peu de... toujours un engouement au début, puis après, l'usage s'adopte, ça se calme un peu, l'usage devient un peu plus démocratisé, les gens commencent à se poser des questions, il y a peut-être des régulations qui apparaissent aussi. Donc voilà, je pense que la courbe d'adoption va aussi faire peut-être que les gens vont se poser des questions, que le gouvernement va se poser des questions. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi, je trouve que notamment sur les aspects de développement durable, on met beaucoup la responsabilité souvent sur les individus, on se met beaucoup de pression en se disant est-ce que je fais ça bien, etc. Et c'est important de se poser des questions et questionner son usage. Et enfin, voilà, je pense que c'est important. Mais comme tu disais, Alexis, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a juste pas accès en termes de connaissances, de comment c'est fait, etc. Donc, comment est-ce qu'on en vient à ce qu'il y ait plus de transparence, peut-être de manière globale? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez émerger dans peut-être des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors, si c'est avec quel travail, moi j'allais répondre, moi, avec les clients avec qui je travaille. En fait, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une peur globale qui oblige l'entreprise à répondre. En fait, c'est assez marrant, c'est que les salariés ayant très peur de ce qui est en train de se passer, ils sont quand même très conscients dans leur quotidien que ça va changer leur quotidien. Et quel que soit le poste, c'est assez rigolo, hein. Ça va que détruire des postes tout en bas, enfin on s'en fiche du reste. Non, pas du tout. On voit l'inquiétude assez grandissante un peu sur tous les niveaux de postes dans les entreprises. Et donc les entreprises se voient un peu en mode, il faut que je réponde, il faut que j'arrête de laisser les gens dans cette incertitude. Donc nous, c'est marrant quand on arrive en tant que partenaire, fournisseur d'une solution dans l'IA, on nous oblige, alors nous on le fait assez naturellement, donc je dirais qu'on n'est pas obligé de le faire, mais ils nous remercient de l'explication qu'on leur amène, parce que même en tant que dirigeant, même de grosses structures, là je parle pas de petites structures, ils sont pas forcément au courant de ce qui se passe vraiment. Et surtout les impacts que ça peut avoir. Donc nous on amène cette pédagogie aussi en tant que fournisseur de solutions d'IA auprès des équipes, et on les accompagne dans les usages, parce que ce qu'on se rend compte, par exemple, moi je vous prends un exemple très concret, j'arrive dans une entreprise, on me dit non mais c'est bon, on a Copilote. Ok, problème. Donc Copilot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'assistant qui a été mis par Microsoft sur les différents outils Microsoft. Et en fait, quand on pose la question aux salariés, les salariés disent ah non mais en fait oui, on a Copilot qui est intégré mais on l'utilise jamais.
Alors, on se dit, bon, bah, c'est un peu dommage parce que bon, ça a quand même de l'intérêt. Et en plus, nous, on nous dit qu'ils l'ont. Enfin, voilà, donc il y a un peu une incohérence entre l'IT et finalement l'usage réel sur le terrain. Et on se rend compte qu'en fait, il y a deux choses qui font que finalement, ils n'utilisent pas l'IA au sens large. C'est qu'en fait, déjà, ils ne savent pas dans quel cas d'usage l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, copilote, c'est bien, mais en fait, c'est tellement large qu'on se dit bah, à quel moment je l'ai, à quel moment j'y pense et à quel moment ça peut me servir. Et deux, parce que la pédagogie et la transparence n'est pas faite. C'est-à-dire qu'en fait, bah, du coup, ils en ont un peu peur aussi en se disant oh là, mais le mec, il va me surveiller, mon manager, il va voir à travers copilote ce que je fais. Enfin, il y a une espèce de un peu d'ébullition autour de ça, un peu en mode œil de Moscou. Alors c'est un peu trop parfois, on est d'accord, mais du coup, donc ça oblige de toute façon l'entreprise, à faire la pédagogie parce que sinon il n'y aura pas l'adoption et l'accélération que souhaite l'entreprise, et deux, à les accompagner dans les usages au quotidien pour qu'ils sachent vraiment à quel moment utiliser les outils. Mais en fait, je pense que ils sont obligés de le faire et ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait là c'est devenu une obligation par le salarié qui lui-même se sent concerné par le sujet, quoi. Non, c'est clair, et ça, moi, je rejoins évidemment complètement, puisque c'est quand même le cœur de la fresque de l'IA, hein, de sensibiliser un maximum sur les impacts, d'identifier des cas d'usage, des conditions de succès. Mais il y a un élément qui est extrêmement important et hyper intéressant que tu disais, Alexia, c'est à un moment donné, les entreprises, il y a eu un déclic en se disant, bah, il faut peut-être que j'embrasse le sujet, que je puisse le cadrer pour protéger effectivement mes collaborateurs. Il s'est passé une chose tout de même qu'il faut remettre dans son contexte. Comme je disais, il y a ce que j'appelle le coup marketing de PNI en 2022, c'est-à-dire la sortie de ChatGPT. On a vu quelque chose d'assez incroyable, c'est que pour une fois, une technologie n'était pas adoptée directement par l'organisation et ensuite impulsée auprès des collaborateurs, mais plutôt directement par les individus en tant que tels. Et c'est une fois que les entreprises se sont rendues compte que les individus utilisaient ChatGPT, que potentiellement ils pouvaient l'utiliser dans le cadre de leur travail avec des données sensibles, qu'ils se sont dit « Oula !» Alors certes, il y a les impacts sociaux, mais il y a aussi les impacts de sécurité. Il va falloir peut-être cadrer ça pour éviter qu'il y ait des données sensibles qui puissent partir sur les modèles d'IA. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, les modèles d'intelligence artificielle génératifs comme ChatGPT, etc., lorsqu'on rentre sur le chat et qu'on rentre des données entreprises qui sont non anonymisées, il y a un gros risque de fuite de données sur les modèles et que d'autres personnes peuvent récupérer derrière, etc. Donc, gros enjeu. Et là, les entreprises se sont dit, oula, gros enjeu de concurrence. Et puis, pour les individus aussi, gros enjeu vis-à-vis de leur clause de confidentialité dans les contrats de travail. Donc, aussi impact social en disant, bah, demain, si vous utilisez un chat GPT sans en avoir informé le manager, ou en tout cas sans avoir des précautions d'anonymisation, etc., vous vous exposez, alors je n'ai pas envie d'être alarmiste évidemment, mais en tout cas à une rupture de votre clause de confidentialité, puisque il y a des fuites qui peuvent être réalisées. Donc voilà, je voulais simplement faire cette incise là-dessus, mais parce que c'est intéressant. Et de ces constats-là, les entreprises se sont dit, bon, bah, finalement, on va essayer d'encadrer ça, donc de sensibiliser effectivement, de créer ce qu'on appelle une charte éthique, donc vraiment un cadre de comment au mieux on peut utiliser l'IA et s'assurer d'un usage optimal et sécurisé, et puis effectivement des cas d'usage à identifier pour implémenter dans le quotidien l'intelligence. Risque qui a bien été identifié par l'écosystème, puisqu'on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus d'offres qui permettent d'utiliser tout type d'assistant dans un contexte sécurisé. Ouais, je pense à tout le monde utilise chez Red Associates pour le nommer, qui s'appelle Dust, et qui permet d'utiliser la donnée de l'entreprise de façon sécurisée, dans la mesure où en fait toute la donnée qui va être utilisée n'est pas reversée aux acteurs pour l'entraînement de leur modèle. Voilà, ça permet de circonscrire et d'adresser une partie de ce risque. Le risque subsiste de toute manière, puisque voilà, la donnée reste stockée et que les requêtes sont quand même faites. Et donc, il y a un passage de serveur à l'autre qui fait que bon, potentiellement, cette donnée-là peut fuiter. Mais en tous les cas, voilà, c'est d'une façon ou d'une autre pris en charge. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu as soulevé, Nicolas, il fait que finalement on a quelque chose qui est un peu grassroots, un peu voilà, comme ça, un peu qui vient de l'utilisateur final et qui n'est pas nécessairement encadré tout de suite par l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui est à la table. C'est que finalement, et moi c'est ce que je trouve fantastique, on a vu pendant des années des entreprises promettre la transformation digitale dans tous ses aspects, et finalement c'était assez compliqué, personne ne voyait exactement de quoi il s'agissait. Là tout d'un coup, on a une technologie qui ne peut être convoqué qu'à travers le langage naturel, enfin qui n'est convoqué qu'à travers le langage naturel, ce que tout le monde est en mesure de faire. Donc c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est qu'en termes de, je dirais,
des faits d'engagement de toutes les forces vives, voilà, là, il y a quelque chose d'extrêmement positif, des possibilités qui sont démultipliées, parce que finalement, et c'est la contradiction avec ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité aussi de remettre peut-être un peu de friction et de compréhension, c'est que c'est si simple d'obtenir des résultats avec ce genre de choses. Donc il va falloir arriver à trouver l'équilibre entre l'accessibilité, la nécessaire démocratisation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture sociale, de fracture digitale au sein de l'entreprise, mais à l'échelle du pays aussi, pas qu'il y ait des pans entiers de la population qui ratent le wagon. Donc en ça, c'est une technologie qui est merveilleuse parce que langage naturel, donc voilà, finalement, on peut s'engager avec l'IA comme on s'engage avec une personne. Et de l'autre, voilà, un besoin aussi de transparence, de faire en sorte que chacune et chacun des utilisateurs sache bien de quoi ils retournent et quels sont les enjeux derrière chaque requête, chaque prompt. Et justement, du coup, Alexis, en parlant de besoin de transparence, alors je pense que Nicolas t'a déjà donné un premier élément de réponse avec cette histoire de charte éthique interne à l'entreprise, mais comment est-ce que les individus et les entreprises peuvent s'assurer d'une utilisation responsable de l'IA avec tout ce qu'on a déjà évoqué en termes d'environnement, en termes de peut-être copyright, etc. Est-ce qu'il y a déjà un peu des solutions à ce niveau-là? Je ne pense pas connaître suffisamment l'état de l'offre aujourd'hui pour répondre. Je pense que oui, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur le sujet. On pourrait imaginer, par exemple, que chaque requête comporte, je sais pas, un compteur carbone, voilà, qu'on sache exactement à chaque requête ce que ça a coûté à la planète. Tu évoquais tout à l'heure, je crois, Nicolas, ce que la génération d'une image sur Midjourney coûte. Alors, ce genre de petits IA pourraient très bien être mis en place par un certain nombre d'acteurs. Maintenant, en termes organisationnels, bien définir les cas d'usage, bien définir quel agent, quelle solution utiliser pour quel cas d'usage, surcommuniquer et être sûr qu'on ne surcommunique pas qu'à une partie de l'entreprise et de l'organisation. Et être le plus loin possible, parce que très souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête au niveau du management ou du middle management et qu'en dessous, ça a du mal à descendre. Or, si on veut être vraiment dans une logique d'adoption et de démocratisation, il va falloir s'assurer que tout le monde soit parfaitement au courant. Donc, c'est des choses qui finalement ne sont pas liées à la technologie, qui sont liées à des process organisationnels ou à un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place à chaque fois qu'une technologie disruptive a émergé et qui a appelé à ce que l'organisation s'adapte. Donc là, on est encore une fois plutôt dans des modes de gouvernance que dans des sujets qui sont intrinsèquement technologiques. Et puis, à mon sens, il faut parler aussi réglementation. Tu vois, Manon, tu l'as évoqué en introduction. La réglementation va nous aider aussi à avoir un usage un peu plus raisonné. Alors, évidemment, le texte dont on parle très souvent aujourd'hui, c'est l'AI Act, la réglementation européenne pour un usage éthique de l'intelligence artificielle. Donc, j'insiste sur éthique parce que c'est mis notamment en porte-à-faux, pas en porte-à-faux, justement, contre les risques de dérive éthique qu'on peut voir chez nos voisins chinois, notamment avec le crédit social. Bon, ça, on reviendra peut-être dessus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on a tout un corpus de règles, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes, et même, j'ai envie de dire, internationales, même si ça reste que des résolutions au niveau international, qui aujourd'hui est en train de cadrer davantage ce sujet de l'utilisation de l'IA, alors plus sur un pan protection des individus, dans leurs droits fondamentaux plus que sur la protection environnementale. Ça, c'est le grand manque, notamment de l'AI Act. Aujourd'hui, l'AI Act ne fait pas très peu mention de l'impact environnemental. Mais en tout cas, il y a déjà cet aspect-là de se dire, sur les droits fondamentaux, voilà ce qu'on est en train de créer au niveau de la France, de l'Europe, de l'international, pour s'assurer qu'il y aura un bon usage de ces modèles d'intelligence artificielle. Mais après, il y a aussi, on y revient, mais il y a aussi une sensibilisation et une éducation. Faut prendre un exemple très concret, mais aujourd'hui, quand moi je donne des cours à côté de mon métier de chef d'entreprise, parce que je trouve ça toujours très rigolo d'être en confrontation directe avec d'autres approches de l'intelligence artificielle. Mais en gros, quand on vous dit non mais moi, ils vous rendent un devoir et vous disent non mais moi c'est ChatGPT qui me l'a dit, on se rend compte qu'il y a une vraie aussi sensibilisation à faire sur l'esprit critique, en fait, savoir critiquer une réponse, savoir critiquer ce que va vous dire l'entreprise, savoir critiquer ce que va vous dire l'IA, parce que l'IA hallucine, rappelons-le quand même, voilà. Donc elle peut aussi dire
des grosses bêtises. Et aujourd'hui, il faut aussi apprendre aux gens à critiquer, parce que je trouve qu'on a un peu perdu. C'est un peu comme Google. Enfin, c'était le même problème quand Google est arrivé. Hein. Google m'a dit. Maintenant, c'est ChatGPT, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Et puis apprendre à apprendre. C'est assez rigolo de dire ça, mais plutôt que d'être sûr qu'on sait tout, en fait, l'avantage et l'éthique et tout ce qu'on veut dans l'IA, mais nous oblige à nous remettre en cause en permanence. Et donc, je pense que si on veut beaucoup plus de transparence, c'est aussi savoir apprendre en permanence et toujours, et aussi savoir critiquer l'information pour être s'assurer qu'il y ait une hyper transparence, qu'elle soit institutionnelle, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'éducation, etc., etc. Je pense que le point que Alexia soulève montre bien que fondamentalement rien de nouveau, sinon la vélocité et l'échelle avec laquelle la transformation se passe. Hein. Mais on n'a pas attendu mid-journée ni l'avènement de plateformes d'IA génératives pour que les fake news existent, pour que l'information soit manipulée, pour qu'il y ait de la triche dans les amphis et dans les salles de classe. Enfin, voilà, tout ça existe parce que tout ça est fondamentalement humain. On le voit juste se passer d'une toute autre façon. Donc c'est une révolution technologique, mais c'est pas une révolution épistémologique dans le sens où, et c'est l'un des cofondateurs de Mistral, hein, je crois, qui disait ça, tout change comme tout a toujours changé, simplement voilà, d'une autre façon. Donc on s'adapte. Ouais, mais je trouve ça super intéressant ce que disait Alexia avec Google. Moi, quand je suis arrivée en école de commerce, c'était Wikipédia, tu vois, et la première chose qu'on nous a dit, c'est apprendre à trianguler l'information. Et je pense que, on l'a déjà dit lundi, on avait dans la table ronde de lundi, on avait un peu la même discussion, mais je pense que voilà, la prise de recul, savoir comparer les informations, comprendre d'où elles viennent, s'assurer de ses sources aussi, peut-être si on a des sources auxquelles on fait confiance, voilà, pouvoir se renseigner à différents endroits et pas forcément prendre pour acquis ce qui vient d'une seule source et peut-être ce qui est dans notre bulle aussi. Donc c'est ça que je trouve très intéressant, qui est important dans le côté et dans la responsabilité individuelle sur s'éduquer et se renseigner. Et je pense que oui, faire ce pas en arrière et dire oula, attention d'où ça vient, etc. C'est vrai que parfois on se dit c'est un peu triste de devoir le faire tout le temps, mais finalement, c'est quelque chose qui a, une fois de plus, toujours existé. Et je pense qu'Alexis a raison, c'est juste que maintenant, c'est l'échelle et la rapidité avec laquelle ça va. Mais effectivement, c'est des choses qui ont toujours été là. Et finalement, c'est aussi la beauté d'être humain et d'avoir un libre arbitre et de pouvoir se poser des questions par rapport à une machine. Donc, clairement, je pense que c'est quelque chose à retenir et voilà, qu'on redit. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion cette semaine, mais d'où l'importance de redire à quel point il faut pouvoir garder son sens critique et trianguler l'information d'où qu'elle vienne, enfin, voilà, peu importe d'où elle vient, mais notamment si on ne connaît pas la source et ses auteurs. Donc bon, je vois qu'il est déjà 12h45 et on a pas mal de questions qui sont arrivées, donc ce que je vous propose, c'est de commencer à y répondre, surtout qu'il y a des choses très intéressantes et qui rebondissent sur la conversation que vous avez eue, mais notamment, là, j'aimerais bien commencer par celle-là, qui est une question de Simon, si on peut développer un peu la partie consacrée à la prospective et l'avenir de l'IA, voilà, c'est un peu voilà, la suite. Donc Alexia, notamment, tu disais à l'avenir tout le monde n'aura pas forcément accès à l'IA. Est-ce qu'on peut imaginer une IA qui est possédée et maîtrisée par une petite caste qui domine toutes celles et ceux qui ne la maîtrisent pas, ce qui semble déjà être un peu le cas. Donc c'est un peu voilà, les gens qui ont accès à la technologie et qui notamment en sont les créateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Je trouve la question intéressante parce que déjà il y a la projection sur les usages et la projection sur notre capacité à intégrer et à assimiler aussi vite des nouveaux usages. Parce que si on prend aujourd'hui, tous les grands annoncent que demain, en fait, on n'interagira plus avec nos ordinateurs en tapant, mais en lui parlant. Donc les sites web vont disparaître, on aura tous des assistants virtuels, des bots, des machins, on leur parle, ils nous trouvent une info, ils nous mettent notre rendez-vous je ne sais où, ils nous créent un lien visio, voilà, donc tout va se faire de manière beaucoup plus langage naturel, hein, si on peut parler un peu tech. Ça n'empêche que même si on a l'impression de rendre ça beaucoup plus accessible, c'est aussi une autre manière de travailler et une autre manière de réfléchir. Je vais prendre l'exemple simple du compte. On peut paraître au prime abord que c'est facile de parler à une IA, sauf que moi j'ai des gens qui me disent non mais je comprends pas, le résultat il est pas terrible en fait, l'IA elle est nulle.
Et là, en fait, j'explique gentiment que l'avenir de l'IA, et en tout cas, finalement, la manière dont on va l'utiliser, va aussi favoriser ou pas le bon résultat. Et ce que je veux dire par là, c'est que comment on va envisager l'IA demain, c'est aussi faire en sorte que tout le monde apprenne le bon langage pour parler à l'IA. Prompter, c'est pas si simple que ça, et tout le monde ne sait pas forcément le faire. Donc on va devoir apprendre à faire différemment, à parler différemment, comme si on parlait chinois alors qu'on ne le parle pas encore, pour améliorer aussi les résultats et l'interaction et la manière dont on se met au service de l'IA. Donc il y a une vraie réflexion sur comment on met l'IA au service de l'humain et pas au détriment de l'humain. C'est un vrai sujet pour demain. Et je te rejoins, c'est Nicolas, je crois qu'il évoquait notamment sur l'usage en Chine. Par essence, une technologie est neutre, c'est toujours ce qu'on en fait, mais n'oublions pas que ce sont des hommes, encore une fois avec un grand H, qui créent les bases d'apprentissage et de logique des modèles. Donc c'est nous, chacun à notre niveau, d'être contributeurs des bons usages pour imputer l'avenir de demain dans l'IA. Donc je pense que s'il y avait déjà une réponse, ce serait un petit peu ça. Il y a un élément qui est vachement intéressant que tu évoquais, c'est notre façon de parler. En fait, on se rencontre. Alors, pendant plusieurs années, on n'arrête pas de nous dire oui, c'est dommage, il y a un appauvrissement de la langue française, les gens utilisent moins de vocabulaire, etc., etc. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, pour bien parler à une intelligence artificielle générative, pour avoir les résultats qu'on souhaite avoir, plus la personne a un vocabulaire riche, donc est en capacité de décrire précisément la situation qu'il souhaite, plus il aura un résultat précis. Donc là, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de militer pour cette tendance, de se dire que dans les prochaines années, on va potentiellement, en tout cas, ce serait une nécessité d'avoir un vocabulaire de plus en plus riche pour pouvoir converser sereinement, j'ai envie de dire, avec les intelligences artificielles génératives. Ce qui pose une question d'éthique aussi et de relationnel à l'intelligence artificielle. Il faut lui parler correctement, à l'inverse d'un moteur de recherche où on peut simplement lui dire restaurant Paris 17 ou restaurant Paris 9, et puis il nous sortira effectivement une liste de référencement. Plus notre conversation est riche, plus notre façon de nous adresser sémantiquement riche, plus on a de chances d'obtenir effectivement ce qu'on veut, comme avec une autre personne. Voilà. C'est intéressant. Mais du coup, alors juste pour repréciser, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant parce que du coup, comme voilà, il nous reste une grosse dizaine de minutes, on va essayer d'y répondre au maximum. On en a déjà pas mal, donc on fait au mieux pour pouvoir répondre à tout. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser. Et du coup, je vais enchaîner avec une question de Stéphane qui était aussi intéressante par rapport à la régulation. Donc, croyez-vous à l'autorégulation des acteurs de l'IA ou êtes-vous partisan d'un encadrement réglementaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une vraie question. Non, c'est une grande question qui est très intéressante parce qu'aujourd'hui, on a vu avec l'apparition de l'AI Act, la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de débats sur mais oui, mais pourquoi on fait ça? Nous, résultat, les États-Unis ou la Chine, eux, vont pas être régulés, donc les modèles d'intelligence artificielle vont se développer sereinement, sans contrainte d'innovation, alors que nous, en Europe, bien qu'on ait du mal on est excellent en IA, mais on a du mal à garder nos modèles sur le territoire européen, et ben on va se retrouver avec une régulation qui va freiner l'innovation. Donc c'est une question qui, je pense, difficile à répondre. À mon sens, moi, la régulation est nécessaire parce qu'on voit justement ce qui s'est passé avec la Chine, avec le crédit social. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le crédit social, c'est le gouvernement chinois donc, qui a des données sur l'ensemble des citoyens et qui a mis un système de notation en fonction du bon comportement ou mauvais comportement du citoyen chinois. Et en fonction de sa notation, il a accès ou pas, pour schématiser la chose, à des prêts bancaires, etc., etc. Donc ça, c'est une catastrophe, en tout cas à nos yeux d'Européens. Donc là, la réglementation a clairement son rôle à jouer pour faire un mur face à cette grosse dérive et pour éviter qu'on tombe dans cet écueil en Europe. Par contre, la question de savoir est-ce que la réglementation n'arrive pas trop vite, ça, c'est peut-être aussi le cas. Aujourd'hui, on est sur une phase exploratoire encore de l'IA, notamment en Europe. On a 6 mois de retard par rapport aux États-Unis. Réglementer les usages, réglementer les modèles d'IA européens risque de freiner en tout cas cette évolution. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Je laisse évidemment les autres parler.
Je pense que tu l'as très bien dit. Ce débat, on pourrait y passer plein de temps. Enfin, vas-y, je t'en prie, Alexis. Non, la régulation est un cadre qui doit permettre l'épanouissement effectivement de tout un secteur. Donc tout dépend effectivement de la profondeur de cette réglementation et de l'ingérence ou non dont elle peut se rendre coupable. Et puis cette question du timing surtout, que tu évoquais, Nicolas, c'est-à-dire que en fait d'IA, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, évidemment, puisqu'on défriche et que ça évolue heure après heure, quasiment. D'annonce en annonce, on se rend compte effectivement de la façon dont les choses bougent. Donc, figer les choses aujourd'hui peut paraître effectivement, d'un certain point de vue, contre-productif. Voilà. Encore une fois, tout dépend de la façon dont le cadre est posé et des libertés qui sont laissées à celles et ceux qui veulent et qui doivent entreprendre en la matière. Et puis moi, je me permets toujours de le dire, mais faut arrêter de dire que c'est les autres. C'est toujours un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réglemente, on se cache aussi derrière un État, une institution en disant bah, j'attends que ça se passe, j'attends de prendre mes responsabilités jusqu'à temps qu'on m'oblige à les prendre. C'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités et d'aller aussi avec ses valeurs et avec l'éthique qui lui est propre. On n'est pas obligé d'attendre une réglementation pour se réguler aussi. Hein. Et je pense que parfois la responsabilité individuelle, collective et des entreprises, elle a son rôle à jouer. Donc voilà, donc la réglementation n'est pas, je dirais, la seule réponse au fait de mieux utiliser l'IA et d'y remettre un peu d'éthique aussi. Ouais, je pense que c'est là où tu as raison, mais c'est un ensemble. On parlait de responsabilité individuelle, il n'y a pas que la responsabilité individuelle. On parlait de réglementation, il n'y a pas que la réglementation, mais tout a besoin d'aller ensemble parce que c'est quand même le rôle du gouvernement de protéger le pays, les sociétés, les individus qui gouvernent. Et en même temps, à l'échelle individuelle, c'est aussi comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc, c'est là où je trouve que tu as raison. Il ne faut pas tout mettre sur les individus ou tout sur les gouvernements, mais il faut que les choses aillent aussi dans le même sens. Et par contre, je pense que là où Alexis a raison, c'est un peu le problème aussi avec la technologie, c'est que parfois ça va tellement vite que le temps de penser à réguler, c'est déjà trop tard. Et en même temps, si on fait rien, si on se dit on attend que ce soit stabilisé pour faire quelque chose, on fera jamais rien parce que la technologie évolue et puis voilà. En tout cas, il faut reconnaître aux régulateurs qu'il sait réguler très vite quand il le faut. Ils sont allés remarquablement vite. Alors après, ceci dit, ça date de 2021 quand même, hein, donc la discussion a été longue. Non mais t'as raison, c'est vrai que ça s'est accéléré sur 2023. Ils se sont dit, il y avait un côté, j'ai envie de faire un Bruxelles effect, c'est-à-dire qu'on soit les premiers au monde à avoir ce texte et qu'on puisse influencer le reste des pays, comme on l'a fait avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc ouais, ils sont accélérés, t'as raison. Oui, et puis c'est vrai que c'est les enjeux d'un système mondialisé maintenant. C'est que d'un côté, c'est compliqué de réguler tout le monde en même temps avec les mêmes règles, entre guillemets, et en même temps, il y a à la fois des intérêts globaux et des intérêts nationaux, donc forcément, l'un et l'autre ne sont pas toujours en adéquation. On a une question que je trouve aussi assez intéressante, qui est sur la responsabilité. Qui est responsable en cas de dommage causé par l'IA? Est-ce que c'est les développeurs, les entreprises ou les utilisateurs? Et ça, c'est une... Oui, pardon, vas-y, Alexia. J'avais un exemple concret, les véhicules autonomes. Ça s'est posé parce que ces véhicules autonomes sont doués, comme vous le savez, d'IA. Et quand il y avait des accidents, ça pose un problème, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye, malheureusement. Il y avait eu le scandale, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le cycliste qui avait traversé sur 4 voies où le véhicule, malheureusement, avait tué le cycliste. On avait dit, oh, le scandale, il ne faut pas mettre des véhicules autonomes parce que, voilà. Et là, la réglementation vient de tomber, mais ça, à mon avis, ce sera à coup de réglementation. C'est que là, ils ont décidé que ça serait les grands de ce monde, c'est-à-dire les Peugeot, les Renault, les constructeurs automobiles qui allaient devoir assumer leurs responsabilités puisque c'est eux qui pourvoyaient ces véhicules. Mais je pense que ça sera un peu au cas par cas. Je ne suis pas sûre qu'on soit capable aujourd'hui de répondre en disant c'est la faute du développeur. Ce sera, à mon avis, rarement la faute d'un individu, alors sauf s'il y a prouvé qu'il y a malveillance, hein, ça je pense que c'est un autre sujet. Mais dans le cadre d'organisation, si on le voit, la tendance qui est en train de se prendre sur les organisations, c'est plutôt reposer la responsabilité sur les entreprises fabricantes ou en tout cas créatrices de ces modèles ou en tout cas de ces objets, parce que là on parle de voitures quand même, en termes d'assurance. Mais là du coup il y a un
un enjeu qui est monstrueux, notamment pour les assurances, parce que eux, il va bien falloir qu'ils aient un responsable, il va bien falloir que, comme d'hab, ils aiment bien se retourner. Et nous, on s'adresse aux assurances, donc ça fait partie de nos clients, donc c'est pour ça que je peux en parler assez librement. Ils aiment bien aussi se retourner contre les compères pour essayer de se dédouaner de toute forme d'indemnisation. Mais du coup, c'est vrai que la réglementation, je pense, viendra répondre au cas par cas. Mais globalement, je pense que ça sera rarement un individu, mais plutôt des organisations qui seront rendues responsables en cas de problème suite aux IA. Et puis, il faut faire écho tout de même, on en parlait, où la responsabilité, en fait, elle a plus d'un titre. On parlait du RGPD tout à l'heure, et Règlement général de la protection des données. Donc, c'est notamment la réglementation sur la protection des données privées qui, aujourd'hui, s'applique d'autant plus avec l'IA générative. Entreprise, une organisation, un individu utilise des données personnelles et qu'elles sont diffusées et qu'elles sont détournées, dans ce cas-là, on est typiquement sous le cadre de la réglementation RGPD. D'ailleurs, le CNIL a mis des recommandations là, récemment spécifiques à l'IA. Et là, pour le coup, ce sont les règles de cette réglementation qui vont s'appliquer. Donc, le responsable, ce sera celui qui traite la donnée, grosso modo. Et puis, il y a les notions de responsabilité qui sont intéressantes, qui font émerger un débat, notamment vis-à-vis, je pense, des Midjourney et compagnie, sur le droit à la propriété intellectuelle, qui aujourd'hui n'est pas encore, je dirais, véritablement cadré sur qui va être le responsable. On a tendance à dire que c'est la personne qui génère une image qui sera responsable, puisque c'est le cas aujourd'hui sur sur du physique. Si on reproduit un tableau à l'identique, etc., eh bien, c'est la personne qui reproduit le tableau qui va être considérée comme responsable. Donc on aurait tendance à dire que demain, si on génère une musique ou une image avec justement directement pris d'une propriété intellectuelle d'un auteur qui a déjà réalisé cette œuvre-là, dans ce cas-là, ce serait moi qui suis responsable. Sauf que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, on ne sait pas exactement comment fonctionne un modèle d'IA, et puis on ne sait même pas si l'image que je vais générer va s'inspirer d'un design qui est protégé par un droit d'auteur, etc. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez, pour donner un aspect pur juridique, la CJUE a plus tendance à aller chercher, comme le disait Alexia, la responsabilité du coup d'Midjourney, d'OpenAI, en disant eh bien vos modèles ne respectent pas, par exemple, le droit d'auteur. Donc c'est vous qui êtes responsable de ces malfaçons. Ok, super pour ces premiers éléments de réponse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez parce qu'on a une autre question qui est, y a-t-il des IA, des outils qui existent, qui sont déjà plus éthiques que d'autres? Est-ce que vous, dans vos usages, les outils que vous avez, etc., vous avez des choses à conseiller, ou même des ressources pour aller plus loin, pour justement se renseigner, avoir des informations sur ce qu'on utilise? Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet-là? Eh bien, il y a, pour commencer peut-être, et ça fait écho à ce que disait Alexis tout à l'heure, il y a des outils qui aujourd'hui sur le marché se développent pour déjà, des outils qui créent, je dirais, un mur entre l'organisation, entre l'individu et le modèle. Donc, alors tu parlais de Dust tout à l'heure, il y a aussi SafeBrain. Alors je fais pas de pub évidemment, mais je parle de notions qui sont intéressantes, qui offrent en tout cas comme garantie, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent d'un point de vue de garantie, le fait que les données seront protégées quoi qu'il arrive grâce à leur outil. Et puis un deuxième élément dans l'éthique dont on n'a pas forcément parlé, qui sont proposés de plus en plus par ces acteurs-là, c'est ce qu'on appelle l'agnosticité, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un seul modèle d'intelligence artificielle, ne pas dépendre que d'OpenAI, de Google, de Microsoft, etc., mais de pouvoir, dans un même outil, utiliser n'importe quel modèle. Et donc, il y a ce genre d'outils, en tout cas, qui existent aujourd'hui, qui permettent d'être agnostiques, et à mon sens, qui est important, ça fait écho à ce que tu disais, Alexia, sur le sens critique, notamment. Il y a peut-être d'autres... Mais sinon, voilà, pour compléter, je ne sais pas si les autres ont d'autres réponses. Après, sur l'éthique, il faudra aller se rediriger vers des modèles aussi d'IA tels que Microsoft le propose, qui sont beaucoup plus petits en termes de puissance. Et donc là, en termes d'empreinte, typiquement carbone, on sera bien inférieur à les modèles qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, je vous invite à aller voir sur Microsoft, notamment, ils proposent, alors c'est pas le seul, mais Microsoft a pris les devants là-dessus et propose justement des modèles très spécifiques. Je pose après la question de modèle fermé versus le modèle ouvert, évidemment. C'est clair. Qui sans nécessairement être très éthique sur un certain nombre de volets. En tous les cas, voilà, un acteur comme... les acteurs qui choisissent aujourd'hui l'open source ont tendance à davantage jouer
le jeu de la transparence, évidemment, avec toutes les implications positives que ça peut comporter. Alors, je me permets, Alexis, de partager du coup la liste de lecture que tu m'as envoyée dans le chat. Voilà, si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Mais oui, je ne sais pas si, Alexia aussi, tu as des idées de ressources, de choses en plus. Alors moi, évidemment, je vous encourage tout ce qui est, évidemment, voilà, de manière globale, podcast, webinar, blog. Enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de contenu. Mais voilà, si Alexia, tu as peut-être quelques éléments prioritaires à conseiller aussi, ça peut être sympa. Moi, en fait, alors, juste pour déjà, moi, dans le tri des outils d'IA, par essence, en tout cas, les chercheurs ont voulu initialement que l'IA soit open source, pour une raison logique, c'est d'entraînement des modèles et pour aller plus vite. Mais je trouve que ça avait beaucoup de sens et ça en a encore beaucoup plus aujourd'hui. Donc moi, déjà, typiquement, dans ma posture, quand un OpenAI met en place des modèles qui sont, à mon sens, absolument pas ouverts, voire pas du tout, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Pour moi, déjà, notre sens critique et notre sens commun, c'est d'aller chercher des modèles sur lesquels on a un peu de transparence. Déjà, ça nous permet, nous, de savoir vers quelle direction. Et on peut trouver assez facilement, hein, ils avaient fait des comparatifs d'éthique, justement, et de logique d'apprentissage en fonction des modèles open source, puisque, bon, OpenAI, du coup, on ne peut pas le comparer et le mettre dedans. Mais moi, déjà, dans mon tri, dans mon utilisation de l'IA, je ne vais que vers des modèles qui sont open source, puisque quand même, juste pour faire petite pédagogie dans le monde de l'IA aujourd'hui, parce que peu de gens le savent, c'est que quand on travaille dans l'IA aujourd'hui, on ne part plus de zéro. Avant, on partait de rien, c'est-à-dire qu'on codait de A à Z à des modèles, on les entraînait avec des milliers et des milliers de données, ça prenait des années de R&D. C'est plus possible, on n'a plus le temps et ça serait complètement illogique. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur de l'IA, on part sur ce qu'on appelle de modèles d'IA Fondation. Donc en fait, l'IA Fondation, c'est typiquement des modèles du type Claude, chez Claude, chez Mistral, ce sont des modèles d'IA Fondation qui vont nous permettre d'avoir une base généraliste en fait de travail qui vont nous permettre de redescendre dans le code et de le rendre expert et de rajouter des couches de code qui vont lui permettre de lui donner une expertise. Et ça, en fait, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui font de l'IA, on ne recrée pas de A à Z toutes les couches de l'IA. On recrée une expertise, en fait, de l'IA. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus les utilisateurs vont aller vers des modèles open source qui, à la base, sont des modèles plus sains, puisqu'on sait ce qu'il y a dedans. Alors nous, encore plus, parce qu'on descend dans le modèle, on fait ce qu'on appelle du fine-tuning, mais globalement, plus derrière, il y aura quand même une espèce de transparence, d'éthique, parce qu'ils seront un peu tenus à maintenir des modèles où très vite, ça va vite ressortir s'ils font un peu n'importe quoi au sein de leur modèle, parce que nous-mêmes, on les utilise. En fait. Ouais, on est tous utilisateurs, ceux qui sont dans l'IA aujourd'hui. Donc ma recommandation quand même, c'est plutôt d'aller vers des modèles qui sont plus dits ouverts, plutôt que des modèles fermés. Et donc ça va être bizarre, mais moi je n'utilise OpenAI que pour des usages très très spécifiques parce que je suis très opposée à leur philosophie et justement à leur éthique, qui pour moi me semble un peu antinomique avec toute la logique de l'IA. Super. Alors, on a eu beaucoup de questions, donc malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout. Peut-être juste une dernière question pour toi, Nicolas. Je crois qu'on a des questions sur est-ce que les individus peuvent accéder à la fresque de l'IA. J'ai partagé les ressources là que tu m'as envoyées. Donc, oui. Est-ce que Oui, absolument. On organise en fait un tour de France de l'IA qui a lieu dans plusieurs villes. Bon, là, on a déjà commencé, mais les prochaines dates vont être surtout sur Lyon, Strasbourg, Lille et Paris. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site lafresquedelia.com. Il y a toutes les informations là-dessus. Ou sinon, voilà, si vous souhaitez effectivement l'organiser avec votre équipe, vous prenez contact directement avec nous. On fait aussi des formations, en fait, d'ailleurs, c'est développé de cette façon-là, mais en intra-entreprise. Donc avec plaisir pour en discuter. Mais rendez-vous en tout cas sur lafresquedelia.com pour toute question. Génial. Super, merci. D'ailleurs, de manière globale, je crois que j'avais mis vos LinkedIn dans l'onglet ressources avec les speakers. Donc si jamais vous avez des questions, des projets ou que vous voulez potentiellement collaborer avec Alexis, Alexia et Nicolas, soit en termes de clients, soit en termes d'entreprise, n'hésitez pas à les contacter via LinkedIn. Moi également, même si j'ai pas forcément mis mon lien, mais vous me trouverez assez facilement sur LinkedIn si jamais vous avez des questions pour moi ou que vous souhaitez organiser des événements, des projets avec Aeronac. En tout cas, on était ravis
vous avoir tous. C'est une discussion passionnante qu'on pourrait continuer, je pense, jusqu'au bout de la nuit. Donc on va clôturer ce webinaire tranquillement. Mais si jamais, voilà, j'espère que ça a pu alimenter déjà un peu vos réflexions, répondre aux questions que vous aviez. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les ressources qu'on a pu vous partager, à continuer de regarder ce qu'on fait, que ce soit Alexia ou Nicolas ou même Ironac, puisque c'est des sujets auxquels on s'intéresse beaucoup et sur lesquels on publie du contenu, où on organise des événements régulièrement. Et puis surtout, il reste un webinaire à venir demain soir à 18h30, qui est l'introduction à Gemini, qui sera fait par Karen, qui est américaine, qui travaille chez Google depuis un sacré paquet d'années maintenant. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment a été fait Gemini et ce que c'est, n'hésitez pas à nous rejoindre demain soir ou même à regarder les replays si jamais vous n'êtes pas disponible. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin tous les trois pour clôturer ce webinaire. En tout cas, juste un immense merci d'avoir participé, et cette discussion, elle était passionnante. Donc, ouais, vraiment un grand merci pour votre temps. Merci pour l'invitation et merci pour la participation de chacun, hyper riche. Hein. Merci à tous. Oui, effectivement. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et puis, s'il y a un mot à retenir, je pense, tous les trois, c'est sens critique. Voilà, sens critique, c'est important. Non, mais en tout cas, merci pour l'invitation, Manon, c'est très chouette et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, Alexia, sur ce sujet d'éthique. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges. Donc, merci à tous les participants de toutes les questions. Un grand merci, bon déjeuner, puis bon après-midi à tous, et puis nous, j'espère, à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.